Le tintement des verres de champagne résonnait dans la pièce luxueuse lorsque ma sœur m'a saisi par le bras et m'a entraîné dans un coin discret. Je m'appelle Valérie, j'ai 28 ans et je suis célibataire. Jusqu'à cet instant, ma vie avait été parfaitement paisible. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a lancé, d'un ton détaché, l'exigence la plus absurde que j'ai jamais entendue. Je me remarie. À partir de maintenant. Je veux que tu t'occupes de ces 4 filles à ma place. Je l'ai fixée, complètement stupéfaite. Mes parents se tenaient juste à côté d'elle, hochant la tête en signe d'accord total. Ils ne l'ont pas réprimandé le moins du monde. Au contraire, ils m'ont acculé, me poussant à sacrifier mon indépendance pour protéger son avenir glamour. Pense à l'avenir de ta sœur. Mon père s'est avancé, sa voix tombant jusqu'à un murmure dur et froid. Il a rendu la menace parfaitement claire, si je refusais de les prendre chez moi. Ils appelleraient les services de protection de l'enfance et placeraient les 4 enfants en famille d'accueil dès le lendemain matin. Me sentant totalement étouffé, je me suis tourné vers mes 4 nièces qui se tenaient près de la porte. Je m'attendais à voir des larmes ou de la panique sur leur visage. Au lieu de cela, les 4 souriaient calmement. C'était un sourire glacial et complice. Comme si elles avaient déjà anticipé exactement ce scénario et caché un secret immense que personne d'autre dans la pièce ne connaissait. Une semaine plus tard. J'ai tout compris. Si vous voulez découvrir la sombre vérité derrière ces sourires et voir comment j'ai exposé cette trahison familiale ultime, abonnez-vous à la chaîne et regardez jusqu'à la toute fin. Vous ne voudrez vraiment pas manquer ça. Le lundi matin, un petit camion de déménagement s'est arrêté devant ma maison, dans la banlieue de Charlotte. Les 4 enfants sont sortis sur l'allée en portant leurs propres valises en tissu usé. Il n'y avait ni montagne de jouets, ni équipement de sport, ni vêtements coûteux. Elles n'avaient apporté que le strict minimum, tassé dans des sacs râpés et décolorés. Dès qu'elles ont franchi le seuil du salon, elles n'ont pas posé leurs bagages pour explorer le nouvel environnement, ni se sont précipitées pour réclamer leur chambre. Au contraire, elles se sont immédiatement dispersées pour trouver du travail. Elles se déplaçaient avec une hâte désespérée, comme si elles avaient peur d'être perçues comme un fardeau inutile dans ma maison. Maya, l'aînée, s'est mise à essuyer le plan de travail de la cuisine avec un chiffon humide qu'elle avait rapidement sorti de son propre sac à dos. Ila et Mila ont commencé à redresser les coussins du canapé et à aligner parfaitement les chaussures près de la porte d'entrée. Même la petite Kira a silencieusement ramassé quelques magazines épars sur la table basse. Leur geste était extrêmement prudent et timide. Elles gardaient la tête baissée et les épaules tendues, se préparant constamment comme si elles attendaient de se faire crier dessus. Elles ont nettoyé tout le séjour dans un silence absolu. Aucune d'elles n'a demandé où se trouvait la salle de bain, n'a réclamé un encas après le long trajet, ni formulé la moindre demande personnelle. Je me tenais dans le couloir, complètement déconcerté par cette discipline rigide digne d'une caserne. Je me suis approché d'elles avec douceur, en leur assurant qu'elles n'avaient pas à faire mes corvées. Quand j'ai tendu la main pour prendre le chiffon des mains de Maya, elle a sursauté et a reculé instantanément. La normalité profonde de la situation est devenue criante 1 heure plus tard. Mila s'est approchée de moi en maintenant une distance très prudente et a fixé intensément ses propres chaussures. Elle a chuchoté doucement, demandant la permission de simplement prendre un verre d'eau du robinet. J'étais stupéfaite. Quelques minutes plus tard, Ila se tenait nerveusement près de l'îlot de cuisine. Elle a poliment demandé si elle avait le droit d'ouvrir la porte du réfrigérateur pour ranger une petite brique de lait. Elle traitait les besoins humains les plus élémentaires comme de rares privilèges qu'il fallait mendier. Quand l'heure du dîner est arrivée, l'atmosphère dans la salle à manger était totalement étouffante. J'avais commandé une grande pizza et préparé une salade fraîche, espérant qu'un repas informel apaiserait la lourde tension. Cela n'a pas fonctionné du tout.
Les 4 filles étaient assises, le dos parfaitement droit, autour de la table en bois. Elles mâchaient leur nourriture avec une lenteur extrême, les yeux rivés sur leurs assiettes. Le silence de la pièce était épais. Seulement rompu par le léger bruit des fourchettes grattant prudemment la porcelaine. De temps en temps, elles jetaient de rapides regards anxieux vers mon expression. Si je bougeais sur ma chaise ou si je poussais un léger soupir, elles se figeaient instantanément. Elles redressaient immédiatement leur posture et mangeaient encore plus lentement, essayant désespérément de se rendre aussi invisibles que possible. Après le dîner, elles se sont discrètement retirées dans la chambre d'amis que j'avais préparée pour elles. Elles n'ont pas demandé à regarder la télévision, ni ne se sont disputées pour savoir qui aurait quel lit. La maison est devenue incroyablement silencieuse, presque dépourvue de vie. Vers minuit, j'ai marché dans le couloir pour aller les voir avant de me coucher. En passant devant leur chambre, mes pas se sont arrêtés. La porte en bois était restée légèrement entr'ouverte. Depuis la chambre plongée dans l'obscurité, j'ai entendu un chuchotement prudent et feutré percer le silence lourd. C'était Maya qui parlait à ses sœurs. Attendez encore quelques jours, a-t-elle chuchoté dans le noir. On ne sait toujours pas si on peut lui faire confiance. Une fois le premier week-end passé, j'ai commencé à remarquer des habitudes de vie anormales qui m'ont réellement glacé le sang. Je venais de rentrer de l'épicerie et j'avais jeté le ticket de caisse froissé directement dans la poubelle de la cuisine. 10 minutes plus tard, je suis revenu pour prendre un torchon. Il a été agenouillé sur le sol en linoléum, les mains nues fouillant activement dans les déchets. Elle a rapidement sorti le bout de papier jeté, ses petits doigts tremblant légèrement. Elle a lissé les plis contre le plan de travail avec une concentration intense et calculée. Puis elle a sorti de sa poche un petit carnet abîmé. Elle a minutieusement noté chaque dépense, suivant les chiffres jusqu'au dernier centime. Je l'observais depuis le couloir. Elle ne jouait pas. Elle tenait le budget de la maison avec une urgence désespérée. Comme si un seul centime gaspillé devait entraîner une punition sévère. Je suis reculé discrètement, me retournant pour qu'elle ne sache pas que je l'avais vue. Le lendemain matin, j'ai décidé de changer les draps de leur chambre. En retirant le drapause du matelas de Kira, un sac en plastique lourd a glissé et est tombé sur le sol avec un bruit sourd. Je me suis agenouillé et l'ai sorti de sous le cadre de lit en bois. Le sac était rempli de paquets soigneusement emballés de crackers à moitié mangés, de croûtes de pain rassis et de quelques pommes meurtries. Ce n'était pas une réserve normale pour des collations de minuit. C'était le signe classique et désespéré d'une insécurité alimentaire prolongée. Kira stockait activement les restes, se préparant à des jours où elle croyait qu'elle ne serait peut-être pas nourrie du tout. Ma poitrine s'est douloureusement serrée en tenant le sac. Plus tard dans l'après-midi, ma meilleure amie Chloé est passée pour déposer des couvertures supplémentaires pour les filles. Je suis allé dans la cuisine pour lui verser une tasse de café, la laissant seule dans le salon. Soudain, Chloé a appelé mon nom, sa voix teintée d'une alarme évidente. Je suis sorti immédiatement. Mila rampait lentement le long des plinthes en bois. La fillette de 10 ans tenait une petite lampe de poche, dirigeant le faisceau directement dans les coins du plafond, derrière le téléviseur et sous les abat-jours. Chloé était figée près du canapé, regardant avec incrédulité. Mila inspectait minutieusement la pièce, cherchant activement des caméras cachées ou des appareils d'enregistrement dissimulés. Elle voulait s'assurer que personne ne pouvait les entendre. Je tenais encore le sac en plastique de crackers stocké de ce matin-là, ayant oublié de le ranger. Je me suis avancé, soulevant légèrement le sac, avec l'intention de demander doucement à Kira de quoi il s'agissait. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai montré aucune colère. Mais dès que Maya a vu le sac dans ma main, sa réaction a été instantanée et explosive. Elle a bondi à travers la pièce avec une vitesse terrifiante et s'est placée solidement devant Kira. Maya a écarté les bras, protégeant physiquement sa plus jeune sœur de moi. Ses yeux se sont verrouillés dans les miens, brûlant d'une intensité féroce et défensive. Sa mâchoire était crispée, ses épaules prêtes à encaisser un coup physique.
Elle était entièrement préparée à absorber n'importe quelle punition brutale qu'elle croyait que j'allais déchaîner. Chloé m'a rapidement saisi par le coude et m'a tiré sur le porche avant, fermant fermement la porte d'entrée derrière nous. Elle a pris une profonde inspiration, le visage complètement pâle. Elle m'a aidé à réaliser qu'il s'agissait de graves réactions traumatiques d'enfants profondément meurtris. Elle m'a conseillé d'user une extrême patience pour les approcher. Résoudre cette situation exigeait que je n'élève jamais la voix ni n'exerce aucune pression supplémentaire. Ce n'est absolument pas normal, Valérie, a dit Chloé. Les enfants n'agissent jamais comme ça à moins d'être terrifiés. Exactement à 23 heures ce soir-là. Un coup extrêmement doux a résonné contre la porte de ma chambre. Maya est entrée dans la pièce, les yeux rouges et gonflés. Ses petites mains tremblantes serrant le bord de son grand t-shirt. Le silence patient et l'absence totale de punition au cours de la semaine précédente avaient enfin brisé ses murs défensifs rigides. Elle a soigneusement refermé la lourde porte en bois derrière elle et s'est assise au bord de mon matelas, prenant une profonde inspiration tremblante. Elle avait enfin décidé qu'il était temps de révéler l'horreur de la réalité qu'elles enduraient. En silence, elle a raconté le cauchemar absolu de la vie sous le toit de maman et papa. Marion les soumettait constamment à de graves abus émotionnels, les dégradant verbalement chaque jour. Elle se plaignait agressivement que l'éducation de 4 enfants était une tâche humiliante qui endommageait gravement son image impeccable dans la haute société. Papa et maman soutenaient pleinement cette cruauté implacable, traitant les 4 jeunes filles comme des fardeaux indésirables plutôt que comme leur propre chair et leur propre sang. Elles étaient délibérément isolées dans la maison, interdites de toucher à la nourriture du réfrigérateur principal, et constamment rappelées qu'elles n'étaient rien d'autre que des obstacles à la réussite de leur mère. Puis Maya a révélé une vérité financière choquante qui expliquait le motif central de tout ce cauchemar. Le premier père, décédé tragiquement des années auparavant, avait laissé un fonds fiduciaire substantiel destiné spécifiquement à Maya et Hila. Pendant ce temps, le second père, qui avait abandonné la famille, envoyait régulièrement d'importantes pensions alimentaires mensuelles pour couvrir les frais de vie de Mila et Kira. Il y avait censément des centaines de milliers de dollars légalement alloués à leur bien-être, à leurs soins de santé et à leur éducation future. Cependant, en agissant en tant que seule tutrice légale, Marion avait systématiquement vidé ses comptes protégés. Elle détournait impitoyablement le fonds fiduciaire et l'argent des pensions alimentaires pour financer son style de vie extravagant et fabriqué. Elle falsifiait des documents et manipulait les dossiers bancaires pour acheter des sacs à main de créateurs, des chaussures de luxe et des traitements cosmétiques coûteux, construisant méticuleusement son persona de riche pour les cercles sociaux d'élite qu'elle voulait désespérément rejoindre. Elle négligeait complètement les besoins humains fondamentaux de ses propres enfants, les laissant stocker des miettes de pain rassis dans leur chambre pendant qu'elle étalait sans honte sa richesse volée dans les clubs de campagne. Le motif terrifiant derrière le fait d'abandonner les enfants chez moi est soudain devenu limpide. Marion ne voulait pas seulement une cérémonie de mariage pratique sans enfants. Elle avait besoin d'effacer définitivement les filles de sa vie quotidienne pour pouvoir commencer un nouveau chapitre parfait avec son fiancé milliardaire. En me forçant à les prendre et en me menaçant du système de placement en famille d'accueil, elle s'assurait que personne ne poserait jamais de questions sur leurs conditions de vie détériorées. Elle savait que si elle restait cachée chez moi, aucune agence extérieure n'enquêterait jamais sur les actifs financiers manquants. Maya a saisi mes mains fermement. Sa voix se brisant tandis qu'elle me suppliait de ne pas impliquer les autorités pour le moment. Elle savait que si des travailleurs sociaux intervenaient immédiatement, les 4 sœurs seraient séparées et placées dans différents foyers d'accueil à travers l'État. Plus important encore, elle a juré qu'elle savait exactement où Marion et nos parents cachaient les preuves physiques de cette fraude financière massive. Elle avait observé discrètement chacun de leurs mouvements pendant des années, mémorisant leur routine et attendant une occasion sûre d'exposer la vérité sans mettre en danger la sécurité de ses sœurs. Elle me faisait maintenant confiance.
croyant que j'étais la seule adulte qui se battrait réellement pour elle. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. Et a livré une conclusion déchirante. Maman a dépensé tout l'argent que nos pères nous avaient laissé. Nous ne sommes qu'une mauvaise image qui ruine sa nouvelle vie. Le jeudi après-midi de la semaine suivante. L'air dans la voiture était épais tandis que je me garais contre le trottoir. Exactement à 2 pâtés de maison de la maison de mes parents. Profitant pleinement du fait que papa et maman étaient partis assister à un déjeuner social prévu. Maya et moi nous sommes rapidement dirigés vers la propriété. Nous avons complètement contourné l'entrée principale pour éviter les caméras de sécurité de façade. Au lieu de cela, nous sommes discrètement entrés dans la maison par une serrure défectueuse de la porte arrière que Maya connaissait. Nous n'avons pas perdu une seule seconde à observer le rez-de-chaussée luxueux et impeccable. Nous sommes rapidement montés par l'escalier étroit. Nous dirigeant tout droit vers la chambre de grenier exiguë et miteuse où les 4 filles avaient été forcées de dormir. La pièce était incroyablement étouffante, conservant une lourde atmosphère d'isolement strict. Maya n'a pas hésité en entrant dans la pièce. Elle s'est immédiatement mise à genoux et m'a guidé directement vers un coin sombre près du mur en pente, en désignant une planche de plancher spécifique qui était desserrée. Elle m'a instruit de la soulever. J'ai glissé mes doigts sous le bois rugueux et non poli et les tiré vers le haut d'un coup sec et énergique. Sous la poussière accumulée et les vieilles toiles d'araignée se trouvait une lourde boîte en métal, rouillée à combinaison. Maya a rapidement tourné le cadran, ses doigts se déplaçant avec une précision anxieuse et entraînée. Fruit d'années à le faire en secret. Le loquet métallique a claqué bruyamment, révélant les indices physiques cruciaux qu'elle avait rassemblés avec imprudence tout en vivant sous une menace constante. J'ai plongé la main dans la boîte et en ai sorti une pile désordonnée de relevés bancaires. Incomplets pliés. Les papiers montraient d'énormes retraits non autorisés directement du fonds fiduciaire des enfants. Bien que plusieurs pages cruciales manquaient clairement. Sous les documents financiers se trouvait un vieux smartphone fissuré avec un écran fortement rayé. Maya l'a allumé, ouvrant instantanément un dossier audio caché rempli de messages vocaux enregistrés et de messages texte menaçant de Marion. Les messages documentaient explicitement Marion terrorisant verbalement les enfants et discutant nonchalamment de sa manipulation financière avec papa. Bien que ces preuves physiques soient incroyablement accablantes, les fichiers étaient très fragmentés. Ces documents rapiécés nécessitaient absolument un avocat professionnel pour vérifier leur validité juridique et construire un dossier solide et irréfutable devant le tribunal. Je replaçai soigneusement le smartphone dans la boîte rouillée lorsqu'un bruit sec et inattendu a brisé le silence. Le son distinct de lourds pneus en caoutchouc écrasant violemment le gravier de l'allée a résonné bruyamment de l'extérieur. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Maman et papa étaient rentrés des heures plus tôt que d'habitude. La panique a traversé le visage de Maya tandis qu'elle se précipitait vers la fenêtre étroite du grenier pour regarder dehors dans la cour avant. Ils sont en train de reculer dans l'allée en ce moment même, a chuchoté Maya frénétiquement, en saisissant ma manche et en me tirant vers les escaliers. On doit descendre en courant et se cacher dans le garage immédiatement avant qu'ils n'ouvrent la porte d'entrée. Nous n'avions absolument pas le temps de remettre parfaitement en place la planche de plancher desserrée. J'ai saisi la lourde boîte en métal, l'ai glissée sous mon bras. Et nous avons dévalé les escaliers du grenier. Nous avons traversé le rez-de-chaussée en courant, passant rapidement par la buanderie. Nous nous sommes enfoncés dans le garage sombre juste au moment où le lourd verrou de la porte d'entrée a commencé à tourner bruyamment. Nous nous sommes pressés profondément dans un coin ombragé, accroupis derrière une pile de grandes boîtes en carton. J'ai enlacé fermement Maya, la serrant contre ma poitrine pour l'empêcher de trembler. Nous avons attendu dans une immobilité angoissante pendant 30 minutes. Écoutant les lourds pas de papa qui arpentaient le salon juste au-dessus de nous. Enfin, la lourde porte vitrée coulissante à l'étage s'est ouverte et s'est refermée avec un clic. Ils étaient sortis dans le jardin arrière, saisissant cette brève fenêtre d'opportunité.
Nous sommes silencieusement sortis par la porte latérale du garage et avons quitté la propriété en sécurité. Le lundi matin de la 3e semaine. J'ai claqué la pile de documents et le vieux smartphone sur le bureau de mon avocat, Félix. Félix a immédiatement commencé à analyser les preuves physiques fragmentées que nous avions réussi à extraire en sécurité de la boîte rouillée. Il a soigneusement examiné chaque page des relevés bancaires rapiécés, croisant minutieusement les énormes retraits non autorisés avec les dates légales de création du fonds fiduciaire. Après avoir minutieusement scanné les dossiers financiers, il a branché le smartphone rayé sur son système informatique et a joué les messages vocaux enregistrés à voix haute. Les fichiers audio étaient profondément troublants. Mais les messages textes enregistrés étaient encore plus juridiquement accablants. Il documentait explicitement Marion maudissant agressivement les jeunes filles, les traitant de fardeaux parasites qui ruinaient son image sociale impeccable. Félix a déclaré que ces enregistrements numériques cimentaient fortement la preuve indéniable d'abus psychologique prolongé, fournissant une base parfaite pour notre prochaine bataille juridique agressive. Reconnaissant pleinement l'extrême gravité de cette exploitation financière, Félix n'a pas perdu de temps à attendre les procédures judiciaires standards. Il a activement commencé à rédiger une pétition d'urgence à soumettre directement au juge du tribunal de la famille. Son objectif principal était d'obtenir légalement une ordonnance restrictive temporaire contre toutes les institutions financières liées aux enfants, en gelant immédiatement les comptes bancaires concernés. Nous pouvions légalement empêcher Marion de transférer ou de cacher l'argent volé du fonds fiduciaire vers des comptes offshore ou le vaste portefeuille financier de son riche fiancé. Il a levé les yeux de son clavier d'ordinateur, son expression extrêmement sérieuse tandis qu'il me tendait un document juridique préliminaire à signer. Je déposerai la pétition d'urgence cet après-midi, a instruit fermement Félix, s'assurant que je comprenais pleinement la gravité de notre calendrier. Ne leur dites pas un seul mot tant que les documents juridiques n'auront pas été officiellement notifiés. J'ai hoché la tête en silence, m'engageant pleinement à suivre ces instructions juridiques strictes et stratégiques. Nous avons ensuite avancé pour terminer l'énorme pile de paperasse requise pour mon intervention juridique officielle. J'ai formellement déposé une pétition pour la tutelle permanente par parenté de Maya, Mila et Kira afin de les retirer entièrement de sa garde, pour s'assurer que le juge accorderait immédiatement la garde protectrice. Félix a compilé un rapport complet et hautement détaillé décrivant l'abus financier systémique et la grave négligence envers les enfants. Nous avons explicitement exposé comment Marion avait systématiquement priorisé son style de vie extravagant et ses ambitions de haute société au détriment des besoins de survie fondamentaux de ses filles biologiques. Le récit juridique qui en a résulté peignait un tableau clair et indéniable d'une mère cupide qui traitait ses enfants comme des fardeaux jetables plutôt que comme des êtres humains. Avant que je quitte enfin son cabinet d'avocat, Félix a fortement insisté sur la nécessité absolue de maintenir un secret total pour le reste de la semaine. Si Marion ou mes parents attrapaient même le moindre soupçon que nous construisions secrètement un dossier juridique massif contre eux, ils engageraient immédiatement des avocats de la défense agressifs pour faire traîner le processus. Pire, ils pourraient rapidement liquider leurs actifs physiques restants, effaçant complètement l'argent avant que le juge puisse finaliser formellement l'ordre de gel. Je devais continuer à jouer exactement le rôle qu'ils attendaient de moi. La tante débordée et obéissante qui gérait discrètement leur sale boulot sans aucune plainte ni soupçon. Nous avons passé la dernière heure de notre réunion à finaliser notre stratégie d'exécution ultime. Au lieu de faire du bruit à l'avance ou d'envoyer un avis juridique standard par courrier, nous avons décidé de maximiser les conséquences réelles de ces actions criminelles. Nous allions déposer les preuves indéniables directement entre les mains du fiancé milliardaire de Marion et de sa famille hautement influente. Nous avons délibérément choisi d'exécuter ce plan juste avant le début de la cérémonie de mariage extravagante, visant à porter un coup décisif qui détruirait définitivement la fausse réalité qu'elle avait si impitoyablement construite. Exactement à 17h,
l'après-midi du mariage tant attendu. Félix et moi attendions à l'intérieur de la salle de habillage privée hautement sécurisée du marié. Située dans le vaste domaine luxueux. Juste 30 minutes avant que la cérémonie extravagante ne soit officiellement prévue pour commencer, Félix avait fermement approché le chef de la sécurité privée du lieu. Il a présenté ses titres juridiques officiels et a exigé une réunion immédiate et strictement confidentielle avec le fiancé milliardaire pour discuter d'une affaire juridique hautement grave, impliquant des responsabilités financières immédiates. Reconnaissant l'autorité professionnelle de Félix et craignant d'éventuelles menaces juridiques pour l'immense fortune de leur employeur, l'équipe de sécurité a à contre-cœur contourné les organisateurs du mariage. Ils nous ont escortés à travers les couloirs restreints des coulisses, nous introduisant dans la suite isolée et verrouillant fermement la lourde porte en chêne derrière nous. À l'intérieur de la pièce calme, le marié avait l'air incroyablement impatient et visiblement agacé par cette intrusion soudaine et sans précédent le jour de son mariage. Sans offrir la moindre politesse, Félix s'est avancé et a décisivement déposé la lourde pile épaisse de preuves documentées de fraude financière directement sur la table basse en verre. Il a calmement mais fermement expliqué la piste papier irréfutable des fonds fiduciaires volés avant de brancher un haut-parleur sur son ordinateur portable pour jouer les messages vocaux récupérés. Je me tenais complètement silencieuse dans le coin de la pièce, observant de près la transformation rapide et dramatique qui se déroulait sur le visage du marié, tandis que la vérité indéniable résonnait bruyamment dans l'espace. Le marié a d'abord fixé les relevés bancaires éparpillés avec un choc absolu, les yeux écarquillés, son regard passant frénétiquement d'un retrait non autorisé surligné à l'autre. Cependant, en écoutant la propre voix enregistrée de Marion discuter nonchalamment de ses manœuvres financières illégales et de son persona fabriqué, son incrédulité initiale s'est rapidement transformée en une rage explosive et incontrôlable. Il a instantanément réalisé qu'il était lourdement trompé par une fraudeuse profondément calculatrice qui utilisait activement son immense richesse et son statut social d'élite pour effacer définitivement ses crimes financiers passés. Il a frappé violemment son poing fermé contre la table en verre, le visage complètement rouge de colère intense tandis qu'il se tournait vers son chef de sécurité. Elle m'a menti sur absolument tout. De l'argent à son véritable caractère. Annulez tout immédiatement. Il n'y aura pas de mariage ici. Aujourd'hui. Pourtant, sa réaction furieuse ne s'est pas arrêtée à la seule tromperie financière. Sa colère écrasante a atteint un point d'ébullition absolu lorsque Félix a joué le dernier extrait audio détaillant les abus verbaux vicieux et sans repentir de Marion envers ses 4 jeunes filles. En entendant la pure cruauté de sang-froid qu'elle affichait en abandonnant sa propre chair et son propre sang, cela a complètement brisé le persona élégant et impeccable qu'elle avait méticuleusement maintenu depuis leur rencontre. Le marié a réalisé qu'il n'épousait pas seulement une voleuse financière égoïste, mais une femme véritablement impitoyable et sans cœur qui considérait activement ses propres enfants vulnérables comme rien de plus que des déchets jetables. L'illusion parfaite et charmante de Marion avait été entièrement détruite. Sans perdre une seule seconde de plus, le marié a quitté la suite privée en tempête et a marché directement vers la cérémonie dans le jardin extérieur luxueusement décoré. Il a agressivement contourné le planificateur de mariage choqué, a saisi un microphone depuis le podium et a ordonné à haute voix au personnel de catering et au quatuor à cordes d'arrêter immédiatement de jouer. Le silence soudain et lourd qui est tombé sur les centaines d'invités d'élite était assourdissant. Il a annoncé publiquement l'annulation immédiate de l'événement, humiliant complètement Marion devant exactement la foule de la haute société qu'elle vénérait désespérément et dont elle dépendait pour élever son statut social. Marion s'est effondrée sur la pelouse parfaitement entretenue. Sa robe de créateur blanche immaculée s'étalant autour d'elle tandis qu'elle commençait à crier dans une dévastation hystérique absolue. Les riches invités ont échangé des chuchotements durs, rassemblant rapidement leurs affaires et abandonnant le lieu ruiné tandis que Félix et moi sortions discrètement par les portes latérales, la laissant affronter sa propre destruction.
6 semaines après le jour du mariage désastreux et brusquement annulé. Le procès intense au tribunal de la famille s'est conclu par des verdicts juridiques indéniables et hautement appropriés. Marion s'est retrouvée assise en silence dans la salle d'audience, confrontée à de graves accusations de fraude criminelle ainsi qu'à plusieurs chefs confirmés d'exploitation financière de mineurs. L'enquête juridique implacable a rapidement exposé son vaste réseau de documents de tutelle falsifiés et de transferts bancaires cachés. Par conséquent, le juge président a immédiatement ordonné que tous ses comptes bancaires personnels, ses actifs physiques de luxe et ses portefeuilles d'investissement restants soient strictement gelés. Chaque article de créateur qu'elle avait acheté avec de l'argent volé a été légalement saisi et vendu aux enchères pour assurer une restitution financière complète des fonds fiduciaires drainés des enfants. Elle a été entièrement dépouillée de la vie riche et glamour qu'elle avait brutalement sacrifié ses propres filles biologiques pour atteindre. Maman et papa ont également subi des conséquences catastrophiques et irréversibles pour leur complicité cruelle et leur couverture active. Une fois que les enregistrements audio accablants de leurs conversations ont été joués publiquement dans la salle d'audience, ils ont complètement perdu leur standing prestigieux dans leurs cercles sociaux d'élite. Face à une humiliation publique immense et à un examen juridique agressif, ils ont été totalement discrédités et mis au ban par leurs anciens pères riches. De plus, pour garantir la sécurité absolue des filles, le juge a fermement émis une ordonnance restrictive stricte et à long terme contre eux. Mes parents sont maintenant légalement interdits de s'approcher, d'appeler ou de tenter de contacter les enfants sous quelque forme physique ou numérique que ce soit, coupant complètement leur influence profondément toxique pour toujours. Suite aux décisions pénales, j'ai officiellement obtenu la garde légale permanente complète de Maya, Hila, Mila et Kira sans aucune opposition supplémentaire, en passant dans un environnement véritablement sûr et profondément solidaire à Charlotte. Les 4 jeunes filles ont enfin commencé à abandonner leurs lourds et rigides murs défensifs. Elles ont cessé de stocker de la nourriture raciste sous leur lit et n'ont plus ressenti le besoin désespéré de noter méticuleusement chaque ticket de course. Lentement mais sûrement, de véritables sourires ont commencé à remplacer leurs expressions anxieuses et terrifiées. Elles ont commencé à rire à voix haute, à jouer librement dans le jardin et à agir comme des enfants normaux, guérissant progressivement du profond traumatisme psychologique. Pour protéger farouchement cette belle nouvelle réalité, j'ai pris la décision inébranlable de couper définitivement tous les liens avec mes proches toxiques. J'ai bloqué leur numéro de téléphone, ignoré leurs lettres d'excuses désespérées et complètement retiré leur présence négative de nos vies quotidiennes sans aucun regret. Tout mon focus et le but de ma vie sont maintenant fermement dédiés à protéger ces 4 filles incroyables et à construire agressivement un avenir stable, aimant et hautement sécurisé pour notre famille de 5. Ce voyage éprouvant m'a enseigné une vérité brutale mais incroyablement nécessaire sur la vie et les relations humaines. Partager exactement le même sang ne confère à personne le droit automatique de vous blesser profondément, de vous manipuler ou de vous exploiter. Une vraie famille est constituée des personnes loyales qui vous protègent farouchement pendant vos moments les plus sombres, et non des individus égoïstes qui vous utilisent impitoyablement pour satisfaire leur propre avidité et vanité sans fin. Plus important encore, la société ne doit jamais ignorer le silence terrifiant et non naturel des jeunes enfants. L'obéissance extrême et la maturité forcée sont rarement des signes d'un excellent parentage. Ce sont fréquemment des cris silencieux et désespérés d'aide provenant du pire traumatisme psychologique infligé par des adultes de confiance. La véritable justice et la guérison ne peuvent véritablement commencer que lorsque nous trouvons le courage profond de traîner les mensonges les plus sombres et les plus laids à la dure lumière du jour. Merci beaucoup d'être resté avec moi et d'avoir écouté l'histoire profondément turbulente de ma famille jusqu'à la toute dernière seconde. J'apprécie vraiment votre soutien émotionnel continu et votre empathie tout au long de ce parcours difficile. Partagez s'il vous plaît vos pensées honnêtes et vos opinions personnelles sur la façon dont j'ai géré cette situation incroyablement difficile dans les commentaires ci-dessous.
Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour soutenir ma chaîne.